Le 7 mars 2025, à 18h08, l'établissement correctionnel de Broad River, à Columbia, en Caroline du Sud, fut l'épicentre d'un événement qui non seulement attira l'attention de la nation, mais rouvrit également de profondes blessures dans le débat sur la peine capitale. La date et l'heure précise de ce crépuscule hivernal resteront gravées dans les mémoires, non seulement à cause de la solennité inhérente à une exécution, mais aussi en raison de la particularité de sa méthode. Brad Sigmon, âgé de 67 ans, un homme dont le nom résonnerait dans les titres bien après sa mort, ne fut pas exécuté par injection létale, la méthode prédominante aux États-Unis. Ni même sur la chaise électrique, une option qui, bien que plus archaïque, est encore utilisée dans certains États. Il fut fusillé. Oui, fusillé. Par un peloton de 3 officiers de l'État, dont les identités sont restées anonymes, dans une chambre réaménagée spécialement à cet effet. L'image d'un homme faisant face à un peloton, plus proche d'un champ de bataille ou d'un passé lointain, s'est matérialisée au cœur d'un État américain, en plein XXIe siècle. C'était la première exécution par peloton aux États-Unis en 15 ans, un laps de temps qui semblait avoir banni la méthode dans l'oubli, et seulement la 4e depuis 1976, lorsque la Cour suprême a rétabli la peine de mort. Cela faisait du cas Sigmon une anomalie, un tournant obligeant à une réévaluation des pratiques punitives. Mais pourquoi une méthode jugée obsolète a-t-elle été réutilisée? Était-ce une décision pragmatique face à la pénurie de médicaments nécessaires à l'injection létale? Une manière d'assurer la justice face au délai ou autre chose? Était-ce un acte symbolique, une déclaration de l'État? Et surtout, que nous a révélé cette exécution collective sur la justice et la souffrance dans l'Amérique moderne? Le choix de Sigmon n'était pas arbitraire. C'était une déclaration. Une dernière tentative désespérée de reprendre le contrôle d'une vie définie par la perte. Ce n'est pas un récit sur un tueur de plus, bien que ces crimes aient été, sans aucun doute, brutaux et déchirants pour les victimes. C'est l'histoire d'un homme qui, dans ses dernières volontés, choisit de mourir d'une manière inhabituelle afin d'attirer l'attention sur le système qui l'a conduit jusque-là, un système qui, pour lui, était aussi défaillant que les décisions qui avaient marqué sa propre existence. Préparez-vous à plonger dans l'intersection sombre entre la loi, le choix personnel et la brutalité d'une fin prédéterminée. Pour comprendre la gravité de la fin de Brad Sigmon, il est essentiel de retracer le chemin de violence personnelle qui l'a mené en prison et, finalement, devant le peloton d'exécution. Brad Keith Sigmon est né le 12 novembre 1957 en Caroline du Sud, un État qui, sans le savoir, allait sceller son destin. Sa vie, comme celle de tant d'autres, fut marquée par des complexités. Mais en 2001, une rupture traumatisante avec son ex-compagne, Rebecca, déclencherait une spirale de violence culminant en un double homicide. Des émotions non maîtrisées, du ressentiment et une détresse possible le menèrent à un point de non-retour. Le 17 avril 2001, Sigmon fit irruption dans la maison de ses beaux-parents, David et Gladys Lark, dans ce que le procès décrirait comme un acte de rage incontrôlé. Il les attaqua à coups de batte de baseball, les frappant sauvagement, avec une férocité qui laissa les enquêteurs consternés. Les rapports du procès, cités par des médias comme le New York Post et l'International Business Times UK, indiquent que chacune de ces victimes reçut au moins 9 coups brutaux. La violence de l'agression fut si extrême que les Lark subirent des blessures catastrophiques entraînant leur mort. C'était un crime d'une brutalité intime et personnelle, un acte révélant toute la rage que Sigmon contenait. Après l'agression brutale contre les Lark, l'escalade de violence de Sigmon ne s'arrêta pas. Il prit son ex-compagne, Rebecca, en otage dans sa propre voiture. La situation était tendue, instable, et la vie de Rebecca ne tenait qu'à un fil. Pourtant, dans un acte de courage et grâce à une chance inattendue, elle parvint à fuir et à survivre à cette terrible expérience. Son témoignage serait fondamental lors du procès, la voix d'une victime ayant échappé à l'enfer. Sigmon, désormais fugitif, fut capturé 10 jours plus tard dans un campement isolé du Tennessee. Sa cavale ne dura pas longtemps, et avec son arrestation débuta un long et tortueux processus judiciaire. En 2002, moins d'1 an après les meurtres, il fut reconnu coupable de double homicide et d'enlèvement. Le verdict fut rapide et sans équivoque, reflétant les preuves accablantes de la brutalité de ses crimes. Il reçut 2 condamnations à mort pour les meurtres de David et Gladys Lark,
ainsi qu'une peine de 30 ans pour l'enlèvement de Rebecca. Il passa 23 ans dans le couloir de la mort, une période d'enfermement et d'attente qui allait le transformer. Durant ces 2 décennies, selon des rapports de ces dernières années, son refuge fut le repentir et la foi, cherchant quelque forme de rédemption ou de paix à l'ombre d'un destin inévitable. Mais, comme nous le verrons, le repentir ne suffirait pas à infléchir le cours de la justice. Le système de peine de mort aux États-Unis, avec sa danse complexe entre la loi, l'éthique et la science, a affronté de nombreux défis au cours des dernières décennies, et le cas de Brad Sigmon est devenu un exemple dramatique de la façon dont ces difficultés peuvent forcer un retour à des méthodes considérées comme archaïques. Jusqu'à récemment, la Caroline du Sud appliquait la peine capitale uniquement par injection létale, une méthode popularisée à la fin du XXe siècle pour sa prétendue humanité et son efficacité. Pourtant, l'ironie réside dans le fait que cette quête même d'une exécution sans souffrance a conduit à une impasse. La pénurie de médicaments, en particulier le pentobarbital et le thiopental sodique, éléments clés du cocktail létal, causés par le refus des laboratoires pharmaceutiques de les vendre à des fins d'exécution pour des raisons éthiques, a entravé, voire stoppé, les exécutions dans des États comme la Caroline du Sud. Cette rareté a posé un dilemme aux États désireux de maintenir la peine capitale. En 2021, l'État de Caroline du Sud, frustré par les retards et les batailles juridiques liées à la pénurie de drogue, a adopté une loi réintroduisant la chaise électrique et le peloton d'exécution comme méthodes alternatives. Cette décision, loin d'être perçue comme un progrès, fut qualifiée par beaucoup de régression vers un passé plus brutal. La loi fut conçue pour garantir que les condamnations à mort puissent être exécutées en offrant des options lorsque l'injection létale n'était pas disponible. De manière macabre, le choix de la méthode revenait aux condamnés si les 2 options, injection et méthode alternative, étaient disponibles. Sinon, la chaise électrique était utilisée par défaut. C'est dans ce contexte juridique et logistique que Brad Sigmon fit son choix. Craignant la torture de la chaise électrique, qu'il décrivait avec la terreur glaçante d'être cuit vivant, Cook Me Alive, et les agonies de l'injection létale qu'il assimilait à se noyer, Drown Me, Sigmon opta pour le peloton. Il savait que ce serait viscéral, brutal, visuellement choquant, mais, point crucial, les recherches qu'il avait menées suggéraient que ce serait pratiquement instantané. Pour Sigmon, le peloton représentait le moindre mal, le chemin le plus rapide et le moins douloureux vers la mort, une ultime forme de contrôle dans un processus qui lui avait tout arraché. Son choix, loin d'être un caprice, reflétait la peur, partagée par d'autres condamnés, d'une fin lente et douloureuse. Et dans le même temps, ce choix força l'État à dépoussiérer une méthode que beaucoup pensaient disparue à jamais. Cette décision ne scella donc pas seulement le destin de Sigmon, elle raviva également un débat oublié sur la cruauté inhérente à chaque méthode d'exécution. Les derniers jours de Brad Sigmon furent baignés dans une atmosphère de sobriété et d'efficacité macabre, alors que la machine de l'État de Caroline du Sud se préparait pour un événement historique et lugubre. Le 5 mars 2025, l'horloge annonçait les dernières 48 heures de vie de Brad Sigmon dans le couloir de la mort de l'établissement correctionnel de Broad River. Dans sa cellule, un espace exigu qui avait été son univers pendant plus de 2 décennies, Sigmon se consacra à l'une des dernières tâches qu'il lui restait, écrire. Il rédigea plusieurs lettres, un legs final de pensées et d'adieux. Une à sa fille, la plus intime et personnelle. Une autre à son pasteur, reflet de la foi retrouvée dans l'enfermement. Et une autre encore, la plus polémique et symbolique, au gouverneur de l'État. Dans cette lettre au gouverneur, Sigmon ne demanda ni clémence ni grâce de dernière minute. Son message fut audacieux, provoquant dans sa simplicité « Je ne demande pas de miséricorde, je demande de la cohérence. Si vous devez me tuer, faites-le comme je l'ai choisi. » Et il choisit. Il demanda à mourir par peloton d'exécution. Cette décision, loin d'être un acte impulsif ou une provocation vide, fut le résultat d'une longue délibération. Selon son avocat, Sigmon avait passé des années à étudier chaque méthode d'exécution, rongé par la peur, comme d'autres détenus avant lui, des conséquences physiques de l'injection létale, comme l'étouffement interne ou une mort lente, et des horreurs thermiques de la chaise électrique, souvent décrites comme une torture prolongée. Pour lui, le peloton offrait une certitude brutale. La mort serait rapide. Une fois le choix de la méthode confirmé, la prison se mit en mouvement pour la préparation finale. Les témoins,
soigneusement sélectionnés par l'État et la défense, furent convoqués pour assister à l'événement. Le peloton de 3 officiers fut désigné, leurs identités gardées secrètes afin de les protéger de toute représaille ou harcèlement. La salle, une chambre spécialement réaménagée à l'intérieur de la prison pour ce type d'exécution, fut inspectée dans ses moindres détails. Aucune erreur ne pouvait être tolérée. C'était un espace nu, froid, conçu pour un but unique, la mort. Un mur de briques, avec un X noir peint avec une précision chirurgicale, marquait l'endroit exact où Sigmund devait être placé, la cible pour les tireurs. Devant lui, à un peu plus de 4 mètres, les 3 officiers anonymes attendaient avec leurs fusils à verrou, l'arme choisie pour la tâche. Pour atténuer la culpabilité individuelle et s'assurer qu'aucun tireur ne sache avec certitude si sa balle avait été mortelle, il fut décidé que l'un d'eux tirerait à blanc, une cartouche inerte ne causant aucun dommage réel. Tout était prêt. La scène était installée, non pour un jugement, mais pour un acte de rétribution finale. La tension était palpable. Le 7 mars 2025 à 18h, Brad Sigmund fut escorté hors de sa cellule, ses derniers pas dans un semblant de liberté, à l'intérieur même des murs de la prison. Il portait un uniforme blanc, uni, sans marque, un contraste sinistre avec le destin qui l'attendait. Ses mains étaient attachées devant lui, un petit geste de dignité ou peut-être une précaution inutile. Il marcha d'un pas ferme, avec une étonnante maîtrise pour quelqu'un sur le point d'affronter la mort. Certains témoignages de journalistes présents, notamment ceux rapportés par l'AP News, indiquent qu'il esquissa un léger sourire. Non par fierté ou provocation, mais avec un mélange étrange de résignation et peut-être pour lui, d'un dernier sentiment de contrôle, celui d'avoir fait le seul choix encore permis. On lui proposa une cagoule, une coutume fréquente lors des exécutions, destinée à préserver l'identité du condamné et peut-être aussi à éviter le contact visuel avec les tireurs ou les témoins. Il la refusa. Il voulait regarder son destin dans les yeux, un acte final de défi ou d'acceptation. Son choix du peloton d'exécution était déjà une déclaration, et son refus de la cagoule n'était que l'extension logique de cette volonté de confrontation. Il fut attaché à une chaise métallique, un dispositif conçu pour l'immobiliser au moment de l'impact. Sur sa poitrine, au niveau du cœur, on plaça un cercle blanc, une cible destinée à guider les tirs et à garantir une mort rapide et précise. À sa droite, l'aumônier murmurait une prière, offrant un dernier réconfort spirituel dans ce moment de réalité brute. À sa gauche, le médecin attendait avec un stéthoscope, prêt à constater la mort, à certifier le moment exact où la vie de Sigmund s'éteindrait. La solennité du moment était inévitable, même pour les plus insensibles. Dans la pièce adjacente, séparée par un panneau mais reliée par l'irréversibilité de l'acte, les tireurs anonymes reçurent l'ordre. Un silence tendu s'installa juste avant la voix de commandement. Anjou, feu. 3 coups de feu retentirent, fendant l'air. La synchronisation, l'écho des fusils. L'une des balles, peut-être, était à blanc, respectant la tradition d'atténuer la responsabilité individuelle. Mais 2, à coup sûr, atteignirent leur cible, perforant le cercle blanc au niveau de la poitrine de Sigmund. Le corps de Sigmund tressaillit légèrement, une réaction presque imperceptible. Le sang, chaud et rouge, coula sur sa poitrine, formant une tache qui s'élargissait sur l'uniforme immaculé. Et en quelques secondes, tout fut terminé. La vie s'éteignit. Le dernier souffle s'échappa. Heure officielle du décès, 18h08. Une fin brutale, mais pour Sigmund, peut-être la fin propre qu'il avait recherchée. Dans un moment chargé d'une tension immense, quelques instants avant les tirs, Brad Sigmund demanda à s'exprimer. Sa voix, qui aurait pu être tremblante de peur ou de remords, fut selon les témoins, claire et ferme. Son message, surprenant par son contenu et ses implications, ne fut pas une supplique pour sa vie, ni une dernière déclaration d'innocence, mais un appel puissant qui allait bien au-delà de son propre destin. À tous les chrétiens, s'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour abolir ça. Pas pour moi. Pour ceux qui viendront. La mort ne doit pas être le dernier acte d'un système défaillant. Ces paroles, citées par des publications comme People, résonnèrent dans la chambre d'exécution, puis dans les médias à travers tout le pays.
C'était une supplique qui, venant d'un homme condamné à mort, prit une portée morale inattendue. Il ne réclamait pas de compassion pour lui-même, mais pour ceux qui, à l'avenir, pourraient se retrouver dans la même situation. C'était un appel à l'action contre la peine capitale, un acte de conscience sur le seuil de la mort. Il ne pleura pas, il ne créa pas. Il ne montra pas le désespoir que beaucoup auraient attendu d'un homme dans sa position. Il demanda simplement qu'on prie pour lui et, avec une humilité qui en surprit certains, il exprima son souhait de paix pour les familles de ses victimes, David et Gladys Lark. Ce geste, bien que tardif, fut une reconnaissance de la douleur immense qu'il avait causée. Je regrette. Je le regrette depuis 23 ans. Ce n'est pas suffisant, mais c'est tout ce que j'ai à offrir. Par ces mots, Sigmon articula le poids de ses crimes, un repentir qui, selon lui, l'avait accompagné durant plus de 2 décennies d'incarcération. C'était une reconnaissance de culpabilité, mais aussi une confession sur l'inutilité de ce sentiment face à une sentence irrévocable. Pour certains, ces mots n'étaient que des paroles creuses, la dernière tentative d'un homme désespéré de redorer son image. Il pensait que son repentir, aussi sincère qu'il pût paraître, ne pouvait effacer l'horreur de ses actes. Pour d'autres, au contraire, ces mots furent l'écho d'un homme qui avait compris, peut-être trop tard, ce que signifiait vivre avec le poids de ses actes. C'était le cri d'une conscience qui, bien qu'éveillée tardivement, s'était éveillée malgré tout. Ces dernières paroles ne furent pas un adieu personnel, mais un message public, une requête pour que sa mort, aussi brutale fût-elle, serve à un objectif plus grand: l'abolition de la peine de mort, un système qu'il jugeait fondamentalement vicié. Ce message puissant nous oblige à reconsidérer non seulement la rétribution, mais aussi le sens moral et éthique de la peine capitale dans une société moderne. L'exécution par peloton de Brad Sigmon a ravivé, avec une intensité inhabituelle, le débat national sur la peine de mort, un débat qui ne disparaît jamais complètement, mais que cet événement a remis au cœur de la discussion publique. La question centrale planait sur le pays. Cette méthode est-elle plus humaine que l'injection létale, qui connaît souvent des défaillances et des agonies prolongées? Est-ce une alternative légitime permettant à l'État d'appliquer ses condamnations, ou bien une régression médiévale, un pas en arrière dans notre civilisation? Les organisations de défense des droits humains, traditionnellement opposées à la peine capitale sous toutes ses formes, ont condamné l'acte avec véhémence. L'ACLU, Union américaine pour les libertés civiles, et Amnesty International ont qualifié cette exécution de spectacle de violence institutionnalisée. Elles ont soutenu que, quel que soit le procédé, la peine de mort constitue une violation des droits humains et que le choix d'un peloton d'exécution ne faisait qu'en accentuer la brutalité. À leurs yeux, c'était la preuve que l'État était prêt à recourir à des méthodes plus primitives lorsque les méthodes civilisées échouaient, révélant ainsi la véritable nature de la peine capitale. Mais le gouverneur de la Caroline du Sud et d'autres partisans de la peine de mort ont défendu fermement la mesure. Leur argument était simple et direct. Le peuple exige justice. Et si la loi le permet, nous l'appliquerons. Cette posture reflète la conviction que la peine capitale est une forme nécessaire de rétribution pour des crimes atroces, et que l'État a l'obligation de l'appliquer. Pour eux, le choix de la méthode importe peu. Ce qui compte, c'est que la sentence soit exécutée, quelles que soient les difficultés logistiques. Cependant, la presse internationale n'a pas hésité à qualifier l'exécution de Sigmon comme étant une exécution au goût de châtiment public. Cette critique ne visait pas la dimension spectaculaire, mais la portée morale et symbolique de l'acte: tuer un homme par balle, de manière délibérée et publique, devant des témoins, au XXIe siècle, à une époque où la société prétend avoir évolué. L'image évoquait des exécutions historiques, rappelant des pratiques que la majorité des pays développés ont abandonnées depuis longtemps. La controverse entourant l'exécution de Sigmon ne se limitait donc pas à sa légalité. Elle questionnait sa légitimité morale, sa compatibilité avec les valeurs d'une société moderne qui se veut juste et humaine. Le débat resta ouvert, bien après que le corps de Sigmon eut quitté la salle d'exécution. Un rappel brutal que la peine de mort demeure l'une des questions les plus divisives et moralement complexes de notre temps. Brad Sigmon sera rappelé non seulement pour le crime qu'il a commis, un acte de violence brutale qui a coûté la vie à 2 innocents et laissé une famille brisée, mais aussi, et peut-être plus encore, pour la manière dont il a choisi de mourir. Son exécution ne fut pas silencieuse.
elle ne s'est pas dissoute dans l'anonymat d'une procédure standardisée. Elle fut un message, un écho posthume de sa volonté de défier, de protester, d'une certaine manière, contre le système même qu'il avait condamné. Ce fut, en quelque sorte, un acte de résistance involontaire face à la possibilité de mourir dans l'agonie par une méthode qu'il jugeait inhumaine, comme l'injection létale ou la chaise électrique. Son choix du peloton, dans toute sa crudité, s'est transformé en déclaration. Son avocat, qui l'a accompagné jusqu'à la fin, a résumé cet héritage avec éloquence. Brad n'a pas demandé la pitié, il a demandé un tir précis. Et cela en dit long sur le système que nous avons construit. Cette phrase est un rappel glaçant que, dans le désespoir d'une mort rapide, un condamné peut préférer la violence explicite d'un peloton à l'incertitude et à la souffrance potentielle de méthodes prétendument plus humaines. Le choix de Sigmon a mis en lumière une faille dans notre conception de la compassion dans la peine de mort, obligeant la société à faire face à la brutalité inhérente à toute forme d'exécution. Le cas de Brad Sigmon sera analysé pendant des années. Il alimentera les débats juridiques sur les méthodes d'exécution, fournissant un précédent et un exemple vivant des alternatives que les États peuvent envisager. Il nourrira aussi le débat moral sur la nature même de la punition, interrogeant la priorité accordée à la rétribution par rapport à la dignité ou à la souffrance du condamné. Et bien sûr, il ravivera les discussions sur l'humanité de ceux qui décident de la vie ou de la mort, et sur les implications psychologiques pour les bourreaux comme pour la société qui les autorise. Car au final, Sigmon ne mourut pas seul dans une cellule, consumé par l'oubli, ni avec une aiguille dans le bras, dans un geste aseptisé qui visait à faire de la mort un acte médical. Il mourut face à son destin, regardant le canon, sans fermer les yeux. Ce dernier geste, d'affront direct à la mort, fit de lui une figure symbolique, un écho de la brutalité qui se cache parfois derrière le masque de la justice. Son choix, aussi dérangeant soit-il, a permis que sa mort ne soit pas vaine dans le vaste débat sur la peine de mort. Il est fondamental de rappeler que cette analyse n'a pas pour but de justifier les actes de Brad Sigmon. Son crime fut atroce, un acte de violence qui a arraché 2 vies innocentes et laissé une famille brisée par la douleur et la tragédie de la perte. Les vies de David et Gladys Lark ont été sauvagement prises, et la souffrance de Rebecca, son ex-compagne, reste un témoignage vivant de la brutalité de Sigmon. Mais son exécution par balles et poudres ne peut être comprise uniquement comme l'application de la justice. Ce fut une déclaration, un événement qui dépasse le cadre purement légal pour entrer dans celui du symbole et de la morale. Ce fut un signal d'alarme, un rappel brutal qu'aux États-Unis, il existe encore un espace pour des méthodes qui évoquent davantage la guerre que la justice, davantage un acte de force militaire qu'un processus judiciaire civilisé. L'image du peloton d'exécution, ramené à la vie au XXIe siècle, dérange notre conception d'un système pénal censé évoluer vers plus d'humanité. Et alors que ce cercle blanc est encore dans les mémoires, dessiné sur le mur de la salle d'exécution, cette cible macabre qui marqua le lieu précis de la mort de Sigmon, une question continue de résonner avec une intensité inhabituelle. Une exécution peut-elle être juste si elle est menée comme au temps du plomb? Une société peut-elle se dire pleinement juste si elle recourt à des méthodes qui rappellent les âges les plus sombres de l'humanité? Le cas de Brad Sigmon nous force à affronter ces vérités inconfortables, à examiner l'essence même de la peine capitale et à réfléchir sur ce que signifie rendre justice dans un monde qui cherche l'humanité, même dans ses actes les plus sévères. Sa mort n'a pas clos le débat. Elle l'a rouvert avec une force renouvelée, nous rappelant que le chemin vers une justice véritablement humaine est encore en construction.